Il y a un petit secret dans le monde du private equity, c'est qu'en fait, les performances passées des fonds d'une société de gestion peuvent effectivement préjuger des performances futures des fonds lancés par la suite par cette même société de gestion. Donc oubliez tout ce que vous savez sur la meilleure façon de sélectionner vos investissements. Oubliez les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça fonctionne différemment dans le monde du private equity. Il faut analyser les bons chiffres, sélectionner les bons gérants, et alors vous allez augmenter très très sensiblement votre capacité à surperformer le marché. Je m'appelle Victor, ça fait plus de 10 ans que je conseille les familles les plus fortunées pour diversifier leur patrimoine et obtenir les meilleures performances, notamment dans le private equity. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les enjeux de bien sélectionner les bons fonds avec le bon historique de performance, les bonnes équipes de gestion, pour que cet investissement en private equity, qui va être bloqué pendant 8 à 10 ans, délivre effectivement de la performance et batte le reste du marché. La première chose que vous devez bien comprendre, c'est qu'il faut que vous oubliez tout ce que vous connaissez sur la sélection des meilleurs fonds ou des meilleurs ETF que vous avez l'habitude de faire pour investir sur les actions cotées en bourse. Sur les 10 dernières années, vous n'aviez pas un écart aussi énorme que ça entre, vous voyez ici, un mauvais fonds sélectionné qui investit sur les grandes actions en bourse et un bon fonds. On a un écart de quoi? 2,9%? 3%? En revanche, sur ces mêmes 10 dernières années, l'écart entre les meilleurs fonds de private equity et les moins bons fonds de private equity, cet écart, lui, il est près de 19%. Très concrètement, ça veut dire que si vous avez sélectionné le meilleur fonds, vous allez avoir une performance vraiment excellente, 20-25% de performance par an pendant 8 à 10 ans. Par contre, si vous êtes planté dans votre sélection, là, vous pouvez avoir des performances vraiment négatives, voire même très significativement négatives. On peut donc dire qu'une erreur de sélection de fonds dans le private equity vous expose à un véritable risque de destruction de votre capital investi qui est sans commune mesure avec le monde des fonds, des ETF investissant sur les actions cotées en bourse. C'est vraiment ça l'enjeu principal de la sélection de fonds dans le private equity et c'est pour ça que vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victor, je partage sur cette chaîne mes analyses, mes investissements personnels afin de documenter mon propre parcours d'investisseur. Mon idée, elle est toute bête, c'est tout simplement de garder une trace de toutes mes réflexions, de toutes mes décisions aussi, afin de pouvoir, entre guillemets, auditer ça dans quelques années et améliorer mon expertise d'investisseur et de conseiller financier. Abonnez-vous si vous voulez suivre mon parcours d'investisseur et tout connaître de mes réflexions et de mes propres investissements. Donc on l'a vu, il y a une dispersion qui est très élevée entre les meilleurs gérants et les pires gérants. Et lorsqu'on regarde historiquement par date de début d'investissement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les millésimes d'investissement, on voit que cette dispersion, elle a toujours existé, elle a même été encore plus forte par le passé, par exemple ici au début des années 2000. L'écart entre les meilleurs fonds, ceux du premier quartile, donc ceux qui ont une performance supérieure à 17,4%, et ceux du quatrième quartile, c'est-à-dire ceux qui ont une performance inférieure à 7,4% en 2021, il a été structurellement toujours très élevé. Un enseignement assez intéressant à ce stade, c'est de voir à quel point, si vous arrivez tout simplement à avoir une performance médiane, donc ici, ces performances-là, c'est-à-dire que médiane, c'est-à-dire que la moitié des fonds a une performance meilleure et l'autre moitié une performance moins bonne, et bien avec cette performance médiane, vous allez avoir un investissement chaque année, en lissant par exemple vos points d'entrée et en investissant chaque année, vous allez avoir une performance qui est tout à fait raisonnable et tout à fait en ligne avec la moyenne à long terme de la performance du private equity, c'est-à-dire autour de 12, 13, 14% net. Dans une vidéo précédente qui s'affiche en haut à droite, j'ai justement montrer la performance réelle, nette de tout frais, d'un investisseur qui investit sur private equity depuis plus de 30 ans, 40 ans, un gros fonds de pension américain, et qui arrive justement, net de tout, à cette performance long terme autour de 13%. Donc comment faire pour essayer de sélectionner des fonds qui ont au moins une performance à la médiane ou au-dessus? Comment faire pour augmenter ses chances? Et finalement, est-ce que la performance passée préjuge de la performance future pour les fonds successifs d'une même société de gestion? C'est vraiment toute la question et on va voir ça maintenant. On appelle ça en fait la persistance de la performance. Si vous regardez ce tableau de chiffres colorés, concentrez-vous sur cette ligne-là. Ici, c'est l'historique de la performance. Si vous sélectionnez un fonds d'une société de gestion qui a eu le fonds précédent ici dans le premier quartile, alors vous avez
43% de chances que le fonds suivant soit lui aussi dans le premier quartile, 27% dans le deuxième, 13% dans le troisième, 16% dans le quatrième quartile. Donc pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est ça, c'est les deux chiffres en haut à gauche. 43 plus 27%, c'est-à-dire 70%. 70%, c'est finalement la probabilité que le fonds que vous sélectionnez, si le fonds du millésime précédent de la même société de gestion était dans le premier quartile, donc 70%, c'est la probabilité que ce fonds-là que vous sélectionnez soit premier ou deuxième quartile, c'est-à-dire qu'il ait une performance au moins égale à la médiane qu'on a vue précédemment. Vous avez donc 7 chances sur 10 d'avoir un fonds qui est dans le top 50% de tous les fonds, si vous prenez en compte la performance passée de cette même société de gestion et du millésime précédent. C'est un chiffre qui est énorme et qui est vraiment sans commune mesure avec le monde des fonds investis en actions cotées, où ces chiffres-là n'ont typiquement rien à voir. C'est même plutôt l'inverse. On a un phénomène de retour à la moyenne, c'est-à-dire qu'un fonds qui a surperformé son indice de référence ou son univers d'investissement va probablement sous-performer l'année suivante ou les 2 ou 3 années suivantes et revenir à la moyenne sur longue période. Ces chiffres que je vous montre à l'écran ici sont des chiffres qui sont basés sur une base de données extrêmement importante, sur une période extrêmement longue, avec plusieurs milliers de fonds différents ayant commencé leur période d'investissement entre 1977 et 2013, et donc on a des performances arrêtées en 2023, c'est-à-dire des performances réelles. Là, on regarde effectivement des fonds qui ont fini de distribuer toutes leurs performances, et c'est donc une performance qui est réelle, qui est nette et qui est fiable, quoi. Ce qu'il faut garder à l'esprit, donc, c'est que l'historique du gérant pour les fonds précédents constitue un indicateur qui est effectivement prédictif, qui est exploitable, qui est statistiquement conséquent, qui est fiable. Et on peut donc se dire que les performances passées préjugent effectivement des performances futures, mais uniquement dans le monde du private equity. On a d'autres sociétés, ici Schroeder, hein, qui ont mené exactement ce même type d'études, avec un univers un petit peu différent, ici 3512 fonds, sur une période un petit peu plus courte, je crois, et qui arrivent sensiblement aux mêmes conclusions, hein. Si vous prenez un fonds du premier quartile lors d'un millésime d'une année N, alors le millésime suivant, N plus 1, la probabilité qu'il ait une performance supérieure à la médiane, elle est de 64%. Tout à l'heure, on avait 70%. Donc voilà, c'est vraiment confirmé par différentes études, et ce que ça traduit finalement, c'est qu'en fait les compétences d'un gérant de fonds de private equity, ça d'abord, ce sont des compétences qui sont réplicables d'un investissement à un autre, d'une période donnée à une autre, d'une entreprise investie à une autre. En fait, ce sont des compétences de création de valeur opérationnelle, de gestion d'entreprise, dans lesquelles le fonds a la majorité du capital et il peut donc complètement influencer la stratégie, les recrutements des top managers, même la gestion au jour le jour, hein. C'est pour ça en fait qu'on a cet effet statistique qui est très significatif et c'est pour ça qu'on ne l'a pas dans le monde des actions cotées. Donc maintenant, on va voir si cet effet de persistance de performance, il fonctionne effectivement dans différents types de marchés, différents pays, différentes stratégies. D'abord, on va regarder pays par pays. Ici, on a exactement les mêmes chiffres que précédemment, mais avec une ventilation géographique. Amérique du Nord, Europe, Asie, et stratégique, fonds de type buyout, fonds de type venture capital, c'est-à-dire l'investissement dans les startups. Donc comme on le voit sur ce graphique-là, clairement, ça se confirme pays par pays, ça se confirme stratégie par stratégie. Ce sont des résultats qui sont validés au seuil statistique de 1%. Donc clairement, ça confirme tout ce qu'on a dit. Là où il faut faire plus attention, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est sur le type de fonds. Et là, on a regardé ces mêmes chiffres-là en fonction de la taille du fonds. Fonds dit small, c'est-à-dire moins de 500 millions de dollars levés et à investir. Fonds médium, c'est-à-dire entre 500 millions et 2 milliards de dollars. Et les grands fonds, c'est-à-dire qui ont plus de 2000 millions, 2 milliards de dollars à investir. Et là, clairement, on a une véritable érosion nette de la persistance de cette surperformance à mesure que la taille augmente. C'est assez logique, quelque part, parce que quand vous êtes un grand fonds, vous allez être typiquement plus diversifié, vous allez avoir moins de prise sur l'avenir des sociétés, qui sont plus souvent des gros paquebots à gérer.
L'univers d'investissement de ces grands fonds, c'est des marchés qui sont plus importants, il y a plus de concurrence et qui sont dits plus efficients. Donc ça a tendance un petit peu à diluer le talent du gérant. Par contre, ce qui reste tout à fait vrai, c'est que de mauvais fonds d'un millésime N vont donner de mauvais fonds d'un millésime N plus 1. Donc surtout, 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 quelle que soit la stratégie, quelle que soit la taille du fonds, n'investissez surtout pas dans un fonds qui a son millésime précédent qui était dernier quartile, parce que là, la probabilité d'avoir un quatrième quartile sur le fonds suivant sur lequel vous allez investir, elle est vraiment très élevée. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que oui, ok, ces petits fonds ont une persistance plus importante. Par contre, ces petits fonds, donc ici, moins de 500 millions, ils ont une dispersion de leur performance. Ici, le total value to paid in, c'est-à-dire le multiple de ce que vous avez effectivement investi dans le fonds. Donc ici, 2 fois, ça veut dire que vous avez fait 2 fois votre mise, quoi, étalée sur toute la période du fonds. Cette dispersion de la performance sur les petits fonds, elle est plus élevée. Forcément, vous avez plus de risques de vous planter en termes de sélection de gérants. Donc, ça veut dire concrètement qu'on a un risque de sélection de fonds qui est accru lorsqu'on s'oriente vers ces plus petits fonds, et donc une mauvaise sélection peut vraiment impacter votre performance globale. Donc on a à la fois des petits fonds qui offrent à la fois un meilleur gisement pour en trouver d'excellents, mais qui nécessitent d'autant plus un processus de sélection qui est vraiment poussé, qui est irréprochable, tant dans l'analyse de l'équipe de gestion, de la stabilité des membres qui constituent cette équipe de gestion, de la manière dont l'excellente performance des millésimes précédents a été réalisée. Est-ce que c'est de l'ingénierie financière, du levier financier, ou est-ce que c'est réellement de la création de valeur opérationnelle? Et donc tout ce travail qu'on appelle la due diligence doit être particulièrement pointu. Ce travail de due diligence doit être vraiment multifactoriel. Il ne faut pas oublier certains éléments tels que j'ai décrits. Et même un élément auquel on ne pense pas nécessairement, c'est l'élément du dit skin in the game, c'est-à-dire la proportion du fonds qui a été collecté directement auprès des gérants eux-mêmes. C'est-à-dire combien les gérants eux-mêmes ont mis dans leur propre fonds. Et là, on a une certaine corrélation, même si je pensais qu'elle était un peu plus forte, entre les performances d'un fonds et à quel point ce fonds a été euh, investi par les gérants eux-mêmes avec leur propre argent personnel.